Au dîner de Noël, ma famille exige que je cède mon héritage à mon frère. Mon père devient viol face à mon refus, mais alors qu'il me saisit, une voix glaciale intervient. Mon sauveur est enfin là. Toute ma famille m'entourait au dîner de Noël. Père, mère, frère, tous exigeant que je signe un document cédant mon héritage de 2,5 millions d'euros à mon frère, parce que les hommes sont les héritiers légitimes. 35 invités regardaient mon père me brandir des papiers sous le nez. Ma mère me suppliait d'arrêter d'être difficile et mon frère ricanait que je ne méritais pas ce qu'un vrai homme devrait avoir. Quand j'ai refusé, mon père m'a saisi le bras assez fort pour me faire un bleu. C'est alors que mon patron, David Moreau, est entré par la porte de la cuisine, et l'expression sur le visage de mon père m'a dit qu'il savait exactement à quel point il venait de tout gâcher. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 32 ans, et ma famille n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire d'où vous me regardez. Voici l'histoire de comment un dîner de Noël a détruit la réputation de ma famille et m'a enfin libéré. 4 semaines avant cette confrontation de Noël, j'étais assise à la table de la Toussaint de mes parents, regardant ma famille me traiter comme si j'étais invisible. J'étais arrivé avec 20 minutes de retard parce que le dossier de succession d'un client avait une date limite de dépôt urgente. J'ai envoyé 2 SMS à ma mère pour m'expliquer, mais quand je suis entré dans la salle à manger, elle a juste soupiré lourdement. « Élise, tu es toujours en retard, dit-elle, sans lever les yeux du plat de dinde qu'elle arrangeait. Tu ne peux pas avoir un travail normal ? » J'ai ouvert la bouche pour expliquer. J'avais bouclé une affaire de succession de 4 millions d'euros ce matin-là, empêchant une famille de perdre l'héritage de leur grand-père au profit de créanciers prédateurs. Mais mon frère Julien m'a coupé avec un rire. « Tu joues toujours à la secrétaire dans ce petit cabinet d'avocats. » Il a souri aux parents assemblés qui ont gloussé poliment. « Quand est-ce que tu vas te trouver une vraie carrière, Lily ?» Je me suis assise à la place qui m'était assignée, au bout de la table, loin de là où mon père présidait en chef de famille. Papa ne m'a même pas jeté un regard. Il était trop occupé à interroger Julien sur son dernier projet immobilier. « Parle-nous du projet de Confluence, mon fils, dit papa, se penchant en avant avec un intérêt sincère. J'ai entendu dire que tu as conclu une affaire à 10 millions. 12, en fait, dit Julien, la poitrine bombée. J'ai signé les contrats mardi dernier. Ça va être énorme pour Dubois Immobilier. La famille murmura son appréciation. Ma mère rayonnait. Ma tante leva son verre de vin pour porter un toast. Je suis restée silencieuse. J'avais appris il y a des années que me défendre ne faisait qu'empirer les choses. Il souriait et hochait la tête, puis changeait de sujet comme si je n'avais pas parlé. À cette table, j'étais toujours juste Élise, celle qui n'accomplissait jamais rien, peu importe ce que je réalisais réellement. Mais assise là, à picorer dans mon assiette intacte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une petite voix a chuchoté, « Combien de temps encore peux-tu vivre comme ça ?» La vérité était que ma vie à Paris ne pouvait pas être plus différente de ce que ma famille croyait. Du lundi au vendredi, je travaillais au 42e étage d'une tour de verre dans le quartier de la Défense. Mon bureau n'était pas grand. Les avocats juniors n'obtenaient jamais les suites d'angle, mais il avait une fenêtre, et les matins clairs, je pouvais voir jusqu'au pont de Normandie. Le cabinet Moreau et Associés était spécialisé dans la planification successorale pour les patrimoines importants. Nos clients étaient le genre de personnes qui possédaient de multiples propriétés, détenaient des portefeuilles d'investissement complexes et avaient besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le droit fiscal et la dynamique familiale. En 8 ans, j'avais gagné 47 affaires et généré plus de 3 millions d'euros de revenus pour le cabinet. Le mois dernier, David Moreau lui-même m'avait convoqué dans son bureau. « Élise, avait-il dit, désignant la chaise en face de son bureau en acajou. Je veux parler de votre avenir ici. » Je m'étais assise prudemment, essayant de ne pas espérer. « Vous êtes pressenti pour devenir associé junior » a-t-il continué. « Le conseil prendra la décision finale en mars, mais entre vous et moi, j'ai déjà soumis ma recommandation. Vous l'avez mérité. » J'aurais dû être folle de joie. Associé junior chez Moreau et Associés était quelque chose que seulement 2% des collaborateurs atteignaient. Cela signifiait des parts dans le cabinet, une voix dans les décisions majeures et un salaire qui passerait de 150 000 euros à 220 000 euros plus une participation aux bénéfices. Mais je ne l'avais pas dit à ma famille. Chaque fois que je rentrais à Lyon, j'écoutais Julien se vanter de ses ventes de 10 appartements ou de son déjeuner avec un sénateur.
Je regardais les yeux de mon père s'illuminer de fierté, et je gardais le silence parce que j'avais appris une dure leçon. Il ne me croirait pas de toute façon. Élise, pourquoi cachez-vous votre lumière, m'avait demandé Moreau une fois. Votre famille devrait savoir qui vous êtes vraiment. J'avais souri et changé de sujet. Il était plus facile de se taire que de se battre pour une reconnaissance que je n'obtiendrais jamais. Il y avait une personne qui me voyait clairement, mon grand-père, Henri Dubois. Grand-père Henri avait été un avocat plaidant à l'époque où les cabinets d'avocats étaient des clubs exclusivement masculins, et une bonne plaidoirie pouvait changer la vie d'un jury en 15 minutes. Il était diplômé de la faculté de droit de la Sorbonne en 1958 et avait pratiqué pendant 40 ans avant de prendre sa retraite dans sa maison de l'île de Ré, avec vue sur l'océan et une bibliothèque qui sentait le vieux cuir et le tabac à pipe. C'est grâce à lui que j'avais fait des études de droit. Lily, m'avait-il dit quand j'avais 12 ans, tu as quelque chose que ton père n'a jamais eu. Tu écoutes avant de parler. C'est ce qui fait un grand avocat. Depuis 3 ans, depuis que son cœur avait commencé à faiblir et que son médecin lui avait ordonné de cesser de vivre seul, je conduisais jusqu'à l'île de Ré chaque week-end. Parfois, je passais la nuit dans la chambre d'amis. Nous nous asseyions sur sa terrasse arrière à regarder les vagues et il me racontait des histoires sur les affaires qu'il avait gagnées ou perdues. Je lui parlais des miennes. Jamais il n'a mis en doute mes capacités. Mon père venait peut-être 3 fois par an, toujours pour moins d'1 heure. Julien venait encore moins souvent. En septembre 2024, grand-père m'a appelé avec une demande inhabituelle. « Lily, ma chérie, j'ai besoin d'un bon avocat en succession, dit-il. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour rédiger quelque chose de blindé. Tu connais quelqu'un ?» J'ai marqué une pause, surprise. « Grand-père, tu as déjà un testament. Jacques Martin l'a fait il y a des années. J'en ai besoin d'un nouveau, dit-il fermement. Et je ne veux pas que Jacques s'en approche. Peux-tu me recommander quelqu'un en dehors du cercle familial ? J'ai immédiatement pensé à David Moreau. Lui et grand-père étaient tous deux allés à la Sorbonne, à seulement 15 ans d'intervalle. Quand j'ai mentionné le nom de Moreau, grand-père a même ri. David Moreau ? Je me souviens de lui lors des événements d'anciens élèves. Un homme bon, éthique. Organise une réunion, veux-tu ? 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Moreau pendant que lui et grand-père discutaient en détail du Nouveau Testament. Je n'étais pas au courant du contenu, secret professionnel oblige. Mais en partant, grand-père m'a serré la main. Il ne te voit pas, Lily, dit-il doucement. Mais moi, je te vois, et bientôt tout le monde te verra aussi. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Pas à ce moment-là. Grand-père Henri est décédé le 18 novembre 2024 dans son lit, avec vue sur l'océan Atlantique. J'étais avec lui. J'étais monté en voiture le vendredi soir après le travail parce que son infirmière de soins palliatifs avait appelé pour dire qu'il s'affaiblissait. Je lui ai tenu la main toute la nuit, lui lisant des passages de ses romans préférés de Camus jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et s'arrête finalement à l'aube. Ma famille est arrivée 3 heures plus tard. Papa est entré le premier, a jeté un coup d'œil au visage paisible de grand-père et a immédiatement commencé à passer des appels téléphoniques pour les arrangements funéraires. Julien traînait maladroitement près de la porte, consultant son téléphone. Ma mère a pleuré en silence, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle avait un déjeuner de charité à midi. Les funérailles ont eu lieu le 22 novembre à la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. 200 personnes y ont assisté. Grand-père était respecté dans les cercles juridiques, aimé de ses voisins et généreux avec les œuvres caritatives locales. Mon père a prononcé un éloge funèbre qui a fait pleurer plusieurs personnes. Mon père était le plus grand homme que j'ai jamais connu, dit-il, la voix magnifiquement brisée. Il m'a tout appris sur l'intégrité, la famille et l'héritage. Je porterai sa sagesse avec moi pour toujours. Je me tenais au fond, l'écoutant parler d'un homme qu'il avait à peine visité et j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Après la cérémonie, pendant que tout le monde discutait autour d'un café et de petits fours, Jacques Martin, l'avocat de mon père et vieil ami de la famille, m'a pris à part. « Élise, pourriez-vous rester quelques minutes ? Il y a quelque chose dont nous devons discuter concernant la succession de votre grand-père. » « Bien sûr, dis-je. » L'expression de Martin était étrange. Pas vraiment triste, plutôt mal à l'aise. « La lecture du testament est prévue pour mercredi à mon bureau, dit-il. Votre grand-père a laissé des instructions spécifiques.
Je pense que votre famille va être surprise. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quel genre d'instruction? Martin a simplement secoué la tête. Mercredi à 10 heures. Ne soyez pas en retard. Le mercredi 25 novembre, toute ma famille s'est réunie dans le bureau lambrissé de Jacques Martin, en plein centre de Lyon. La pièce sentait les vieux livres et le cirage. Martin était assis derrière son bureau avec un dossier cartonné devant lui. Mon père a pris la chaise juste en face de lui, assumant naturellement la position d'autorité. Ma mère s'est assise à côté de lui, épongeant ses yeux avec un mouchoir. Julien était avachi sur sa chaise, l'air ennuyé. J'ai pris le siège le plus éloigné de tout le monde. Martin s'est raclé la gorge. Merci à tous d'être venus. Le testament d'Henri est tout à fait clair et a été dûment attesté par 2 avocats, dont David Moreau du cabinet Moreau et Associés à Paris. Avant de commencer, je tiens à souligner que ce document est juridiquement contraignant et reflète les volontés explicites d'Henri. Mon père a hoché la tête avec impatience. Bien sûr, allons-y. Martin a ouvert le dossier et a commencé à lire. La plupart étaient standards, de petits dons à des œuvres de charité, des effets personnels distribués à des amis. Puis il en est venu aux actifs principaux. À mon petit-fils, Julien Dubois, je lègue un fonds en fiducie d'un montant de 800 000 €, qui sera géré par la Banque lyonnaise sous la supervision de la fiduciaire Marguerite Patterson. Le fonds fournira une distribution annuelle ne dépassant pas 50 000 €, le capital étant protégé des créanciers et des mauvaises décisions d'investissement. Julien s'est redressé. Une fiducie gérée? Pourquoi ne puis-je pas simplement avoir l'argent? Martin l'a ignoré et a continué. À ma petite-fille, Élise Marie Dubois, je lègue ma résidence au 21, route de la Plage, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, y compris tout le mobilier, les effets personnels et les objets de famille qu'elle contient. La propriété est estimée à environ 2,5 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. J'étais assise, figée, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. La maison de grand-père. La belle maison de style colonial avec la terrasse enveloppante et la vue sur l'océan était à moi. Quoi? La voix de mon père a claqué comme un fouet. C'est ridicule. Martin a levé la main. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi finir. Henri a inclus une déclaration personnelle expliquant sa décision. Il a ajusté ses lunettes de lecture et a continué avec les mots écrits de grand-père. Élise a été le seul membre de la famille à m'offrir son temps, son amour et sa compagnie sincère durant mes dernières années. Elle est venue me voir chaque week-end pendant 3 ans, sacrifiant son propre confort pour s'assurer que je ne sois pas seul. Julien est un jeune homme aimable, mais il a besoin de structure et de discipline financière. Élise a mérité cet héritage par son dévouement, et j'ai confiance qu'elle honorera l'héritage familial mieux que quiconque. Le visage de mon père est devenu violet. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est insensé. Julien est l'héritier mâle. Cette maison devrait lui revenir. Le testament est en béton, Antoine, dit fermement Martin. Il a été attesté par 2 avocats. Henri était sain d'esprit. Il avait 89 ans. De toute évidence, il n'avait pas toute sa tête. Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Julien avait l'air d'avoir été giflé. Et moi, j'étais juste là, abasourdi, réalisant que grand-père avait vu exactement ce qui allait arriver et avait essayé de m'en protéger. Le mois entre la Toussaint et Noël a été le plus long de ma vie. Ça a commencé par des appels téléphoniques. Ma mère a appelé la première, 2 jours après la lecture du testament. Ma chérie, dit-elle, sa voix petite et suppliante. Ton père est très contrarié. Il n'a pas dormi depuis 2 jours. Ne peux-tu pas envisager de faire ce qu'il faut? La maison devrait rester dans la lignée masculine. C'est la tradition. Maman, le testament de grand-père était clair. Mais Julien en a plus besoin que toi. Tu as ton travail. Tu es indépendante. Ton frère a une famille à charge. J'ai fermé les yeux, luttant contre la culpabilité familière. Je garde ce que grand-père m'a laissé. Elle a soupiré comme si je l'avais déçu. Pense-y, s'il te plaît. Pour la famille. Julien m'envoyait des SMS constamment. D'abord, c'était des blagues. Salut Serette, on échange?
Je te donne ma collection d'images Panini contre une maison à 2,5 millions d'euros, lol. Puis les blagues sont devenues désespérées. Sérieusement, Lily, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je suis dans une situation financière délicate. Tu me rendrais un grand service. Je n'ai pas répondu. Je commençais à comprendre que la situation délicate de mon frère était probablement bien pire qu'il ne l'admettait. Le pire, c'est que mon père ne me contactait pas du tout. Silence radio de la part de l'homme qui m'avait élevé, comme si je l'avais trahi si profondément que je ne méritais plus aucune reconnaissance. Au lieu de cela, 2 semaines avant Noël, Jacques Martin s'est présenté à mon bureau à La Défense. C'est très inhabituel, lui ai-je dit alors qu'il s'asseyait en face de mon bureau. Je sais. Il avait l'air mal à l'aise. Votre père m'a demandé de vous apporter ceci. Il a fait glisser un document sur mon bureau. L'entête disait « Renonciation volontaire au droit de succession ». Il veut que je renonce à la maison, dis-je, la voix plate. Cela simplifierait tout, dit Martin. Votre famille pourrait guérir. Noël ne serait pas difficile. J'ai repoussé le document vers lui. Le testament est légal et contraignant. Dites à mon père que je ne signerai rien. Martin s'est levé, rassemblant ses papiers. Élise, je dois vous avertir. Votre père prépare quelque chose pour le dîner de Noël. Il a invité un grand groupe de personnes. Je pense qu'il va vous mettre la pression publiquement. Mon estomac s'est noué. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je vous connais depuis que vous avez 10 ans, dit-il doucement. Et ce qu'il prépare n'est pas juste. Le 20 décembre, une invitation formelle est arrivée à mon appartement. C'était un carton de couleur crème avec des lettres dorées en relief. Le dîner de Noël de la famille Dubois. 25 décembre, 18 h. Tenue de soirée exigée. Je l'ai fixé pendant un long moment. Nous n'avions jamais eu de dîner de Noël en tenue de soirée auparavant. D'habitude, c'était juste la famille proche, en pyjama à 21 h. Les fameux pains à la cannelle de ma mère pour le petit déjeuner le lendemain matin. C'était différent. C'était une performance. J'ai appelé ma meilleure amie et collègue, Sophie Bernard. Elle est venue en moins d'1 heure, a jeté un coup d'œil à l'invitation et a dit « N'y va pas ». Si je ne me présente pas, ils diront que c'est moi le problème, ai-je dit. Ils diront à tout le monde que je refuse de venir parce que je suis égoïste. Élise, ils te tendent un piège. Ton père a invité quoi? 30 personnes. Il va utiliser la pression sociale pour te forcer la main. Je sais. Je me suis affalé sur mon canapé. Mais si je ne les affronte pas maintenant, ça ne finira jamais. Sophie m'a serré l'épaule. Alors promets-moi que tu ne signeras rien. Peu importe ce qu'ils disent ou qui regardent. Je ne le ferai pas, dis-je. La maison est à moi. Grand-père voulait que je l'aie. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que David Moreau avait aussi reçu une invitation. Grand-père Henri et Moreau étaient amis via les réseaux d'anciens élèves, et ma mère avait apparemment décidé d'inviter les amis de grand-père pour rendre la soirée plus légitime. Moreau m'a dit plus tard qu'il avait failli refuser. Il devait passer Noël avec sa fille en Normandie, mais quelque chose dans le timing le dérangeait. Une lecture de testament suivie d'une grande réunion de famille juste un mois plus tard. Son instinct d'avocat a flairé le danger. Alors il a changé ses plans, a préparé une mallette avec des documents dont j'ignorais l'existence, et a conduit jusqu'à Lyon. Il m'a sauvé la vie cette nuit-là. Ou du moins, il a sauvé la vie que j'avais passé 8 ans à construire en secret. Je suis arrivé chez mes parents à 17h45 le jour de Noël, 15 minutes en avance, car je refusais de leur donner des munitions sur le retard. L'hôtel particulier des Dubois se trouvait dans la rue la plus exclusive de Fourvière, 750 mètres carrés d'architecture classique avec des volets noirs et des lanternes à gaz flanquant l'entrée. Mon père l'avait acheté il y a 20 ans quand Dubois Immobilier avait décollé, et il le traitait comme un musée de sa propre réussite. Ce soir-là, chaque fenêtre brillait de lumière. Un service de voiturier avait été engagé pour garer les voitures. À travers les hautes fenêtres, je pouvais voir des gens en robe de cocktail et smoking déambuler avec des flûtes de champagne. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un gala. Mon estomac s'est noué en montant les marches. Je portais une simple robe noire, élégante mais sobre, rien à voir avec les robes de créateurs que j'entrevoyais à travers les fenêtres.
Dès que je suis entré, j'ai compris exactement ce que mon père avait orchestré. Le hall d'entrée était bondé de gens que je reconnaissais. Des PDG d'entreprises partenaires de Dubois Immobilier, des membres du conseil d'administration du Club de Lyon, des épouses de la haute société du cercle caritatif de ma mère, même un conseiller municipal, au moins 35 invités, tous habillés comme s'ils allaient à l'opéra. C'était le monde de mon père. C'étaient ces gens, le public pour lequel il se produisait, le cercle social qui validait son statut. Et ce soir, j'allais être la méchante de sa pièce de théâtre moralisatrice soigneusement mise en scène. Ma mère s'est précipitée vers moi, son sourire éclatant et fragile. « Élise, tu es là. Viens, laisse-moi te présenter à quelques personnes. » Elle m'a dirigé vers un groupe de femmes près du sapin de Noël, un sapin de Nordmann de 4 mètres décoré d'ornements qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Tout le monde, voici ma fille, Élise. Elle travaille à Paris. » Les femmes ont souri poliment, leurs yeux me rejetant déjà alors qu'elles retournaient à leur conversation sur les maisons de vacances aux Antilles. Je me sentais comme sous l'eau, les sons étouffés, la respiration difficile. Ça allait être pire que ce que j'avais imaginé. Le dîner a été servi à 18h30. J'ai trouvé mon carton à mon nom au bout de la table, entre une femme âgée qui ne parlait que de son petit-fils à HEC et une chaise vide. Mon père était assis en bout de table comme un roi tenant sa cour. Julien était positionné à sa droite, ma mère à sa gauche. Le message était clair. C'étaient les Dubois importants. J'étais juste là. « Julien, raconte à tout le monde le projet de Confluence, » dit mon père, sa voix portant facilement à travers la table. Julien s'est lancé dans une histoire sur une affaire de 12 millions d'euros qu'il avait conclue le mois dernier. Les gens hochaient la tête avec appréciation. Quelqu'un a posé des questions de suivi intelligentes. Mon frère rayonnait sous l'attention. Puis, l'un des partenaires commerciaux de mon père, un homme aux cheveux argentés nommé Gérard, a tourné son attention vers moi. « Et vous, Élise, que faites-vous » Avant que je puisse répondre, Julien est intervenu avec un rire. « Oh, Élise fait de la paperasse à Paris, du classement, ce genre de choses. »« Je suis avocate, dis-je doucement. »« Oh, comme c'est gentil, » dit la femme de Gérard sur ce ton que les gens utilisent avec les enfants. « Êtes-vous assistante juridique ?»« Je suis collaboratrice senior spécialisée en planification successorale. » Mais Gérard s'était déjà retourné vers Julien, l'interrogeant sur une autre affaire. Ma correction s'était dissoute dans le bruit ambiant des couverts qui s'entrechoquent et des conversations polies. J'ai alors remarqué que David Moreau était assis à une table d'appoint près de la porte de la cuisine. Pas assez près pour faire partie de la conversation principale, mais assez près pour tout entendre. Il observait mon père avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Nos regards se sont croisés brièvement, et il m'a fait un petit signe de tête. Je ne comprenais pas pourquoi Moreau était là, mais je me sentais un peu moins seul en le sachant. De l'autre côté de la table, Julien décrivait son dernier voyage d'affaires à Miami. Le Penthouse avait 3 balcons, dit-il en gesticulant de manière expansive. Le client a insisté pour célébrer la conclusion là-bas. Vous imaginez ? Mon père rayonnait. C'est mon fils. Il sait comment conclure une affaire. J'ai fixé mon assiette intacte et je me suis senti invisible. À 19h30, mon père s'est levé et a levé son verre de vin. La table s'est tue. Je veux remercier tout le monde de s'être joint à nous ce soir, dit-il, sa voix chaleureuse et exercée. Noël, c'est la famille, la tradition, et honorer ceux qui nous ont précédés. Mon père, Henri Dubois, croyait profondément en l'héritage familial. Il comprenait que certaines valeurs doivent être transmises de génération en génération. Les gens ont hoché la tête solennellement. Ma mère s'est tamponnée les yeux. Henri aurait voulu que cette famille soit unie, continua mon père. Il aurait voulu que son héritage soit préservé de la manière dont il était censé l'être, à travers les héritiers légitimes, en suivant les traditions qui ont guidé notre famille depuis des générations. J'ai senti tous les regards dans la pièce se tourner vers moi. Le sous-entendu était clair pour quiconque prêtait attention. J'étais l'obstacle à l'unité familiale, à la tradition familiale et à l'héritage légitime. À la famille, dit mon père, levant son verre plus haut. À la famille, ont répété les invités en trinquant. Je n'ai pas levé le mien. Julien s'est penché en avant, s'adressant à toute la table. Vous savez, grand-père Henri aimait la tradition.
Il comprenait que certaines choses, comme les domaines familiaux, devaient rester dans la lignée masculine. Il s'agit de préserver l'héritage pour les générations futures. Un invité que je ne reconnaissais pas a hoché la tête. Bien sûr, c'est ainsi que les familles maintiennent leur force. Ma mère a pris la parole, la voix tremblante. Henri aurait voulu que nous soyons tous ensemble. Il n'aurait pas voulu de conflit. Une autre femme, une des amies de la haute société de ma mère, s'est tournée vers Julien avec sympathie. Vous devez hériter de la maison de l'île de Ré, Julien. J'ai entendu dire qu'elle est absolument magnifique. Eh bien, dit Julien prudemment, il y a eu un malentendu, mais nous allons le résoudre ce soir, en famille. La femme avait l'air confuse. Puis ses yeux m'ont trouvé. La compréhension a éclairé son visage, suivi de quelque chose qui ressemblait à de la désapprobation. J'ai posé ma fourchette délicatement, mes mains tremblaient. Il n'y a pas de malentendu, dis-je, ma voix coupant le brouhaha. Le testament est clair. Élise, dit rapidement ma mère. Ne discutons pas de ça maintenant. Pourquoi pas? J'ai croisé le regard de Julien à travers la table. C'est toi qui as commencé. La pièce est devenue silencieuse. 35 pères Dieu se sont tournés vers moi, et j'ai senti le poids de leur jugement avant même que quiconque ne parle. Je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà été dans une situation où votre famille a essayé de vous manipuler devant les autres, s'il vous plaît, laissez un commentaire. J'adorerais entendre votre histoire. Et si vous trouvez cela pertinent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner. Votre soutien signifie tout pour moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand mon père s'est levé et a fait sa demande. Mon père s'est de nouveau levé, cette fois sans le sourire chaleureux. Son expression était sérieuse, presque grave. Puisqu'Élise a abordé le sujet, dit-il. Je suppose que c'est le moment opportun pour en parler. Il a fait un geste vers Jacques Martin, qui était assis tranquillement près de la cheminée. Martin s'est levé à contre-cœur et s'est approché de la table, portant un porte-document en cuir. Ce soir, annonça mon père, nous allons corriger une malheureuse erreur dans le testament de mon père. J'ai senti ma poitrine se serrer. C'était ça. C'était le piège. Henri avait 89 ans lorsqu'il a rédigé son testament le plus récent, continua mon père. Bien que nous l'aimions tous tendrement, l'âge affecte le jugement. Il a pris une décision qui va à l'encontre de tout ce que notre famille représente. Martin a posé le dossier sur la table devant moi. Je n'y ai pas touché. Le patrimoine des Dubois a toujours été transmis à l'héritier mâle aîné, dit mon père, sa voix prenant le ton qu'il utilisait dans les négociations commerciales. Calme, raisonnable, absolument certain. C'est ainsi depuis 4 générations. Ce n'est pas du sexisme. C'est la tradition. C'est ainsi que les familles comme la nôtre maintiennent leur héritage. Plusieurs invités ont hoché la tête. J'ai entendu des murmures d'approbation. Élise, dit mon père, tournant toute son attention vers moi. Je sais que tu aimes ton frère. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Ce soir, tu vas signer un document transférant la propriété de l'île de Ré à Julien, là où elle lui revient de droit. Non, dis-je. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'attendais. On a déjà discuté de ça, papa. Je ne signerai rien. Ne sois pas difficile. Son ton s'est légèrement durci. Tout le monde ici comprend que c'est la bonne chose à faire. J'ai regardé autour de la table. Certaines personnes hochaient la tête. D'autres avaient l'air mal à l'aise, mais ne disaient rien. Personne n'allait me défendre. Le testament est juridiquement contraignant, dis-je. Grand-père a été examiné par des médecins. Il était complètement lucide. Il a fait son choix. Son choix était mauvais, a éclaté Julien. Il s'est levé, le visage rouge. Allez, Élise. Ne sois pas égoïste. J'ai besoin de cette maison. J'ai une femme et des enfants à charge. Qu'est-ce que tu as, toi? Juste un travail. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Juste un travail. Comme si la carrière que j'avais bâtie ne signifiait rien. Comme si 8 ans de semaine de 80 heures et de batailles acharnées comptaient moins que sa capacité à exister en tant qu'homme du bois. Il ne s'agit pas de besoin, dis-je. Il s'agit de respect.
grand-père me respectait assez pour me laisser quelque chose de significatif. Je ne vais pas manquer de respect à ses dernières volontés. L'expression de mon père est devenue froide. Tu te mets dans l'embarras, Élise. Tout le monde dans cette pièce sait ce qu'il faut faire. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage soigneusement maquillé. Élise, s'il te plaît, dit-elle. Ton père a travaillé si dur pour bâtir la réputation de cette famille. Ne peux-tu pas penser à lui pour une fois? Ne peux-tu pas penser à nous tous? La culpabilité m'a frappé, dure et familière. J'avais passé toute ma vie à essayer de rendre ma mère heureuse, à essayer de ne pas causer de problèmes, à essayer d'être la fille qui ne faisait pas de vagues. Je pense à la famille, dis-je. Grand-père faisait aussi partie de la famille. Henri a fait une erreur, dit mon père catégoriquement. Il était vieux. Il n'avait pas toute sa tête. Une tante, la sœur de mon père, Patricia, a pris la parole du milieu de la table. Élise, dans notre famille, nous respectons les hommes. C'est comme ça qu'on a été élevés. C'est comme ça que la civilisation fonctionne. Les femmes n'héritent pas des domaines principaux. Quelques personnes ont hoché la tête. J'ai senti mon visage rougir d'humiliation et de rage. Julien a essayé une autre approche. Écoute, Lily, je n'essaie pas d'être méchant, mais soyons réalistes. Tu as 32 ans et tu es célibataire. Tu as un petit boulot à Paris. J'ai de vraies responsabilités. Une femme, 2 enfants, un crédit immobilier. Papa me prépare à prendre la relève de Dubois Immobilier un jour. J'ai besoin d'actifs. J'ai besoin de cette maison. Un petit boulot, ai-je répété, ma voix dangereuse maintenant. Mais Julien était sur sa lancée. Je ne dis pas que ce n'est pas bien que tu aies une carrière, mais soyons sérieux. Tu fais de la paperasse. Je gère des affaires à plusieurs millions d'euros. Il y a une différence. Quelqu'un à table, je n'ai pas vu qui, a murmuré son accord. Mon père s'est penché en avant, les mains à plat sur la table. Tout le monde ici sait ce qu'il faut faire, Élise. Ne t'embarrasse pas davantage. Signe le document. Passons outre ce désagrément et profitons de Noël en famille. La pression était suffocante. 35 personnes me regardant. La plupart d'entre elles d'accord avec mon père, attendant que je cède comme j'avais toujours cédé auparavant. Mais j'ai pensé à la main de grand-père serrant la mienne. Il ne te voit pas. Mais moi, je te vois. Non, dis-je. Je ne signerai pas. Je ne le ferai pas. Le visage de mon père a changé. Le masque de l'homme d'affaires raisonnable est tombé, révélant quelque chose de plus laid. Il a contourné la table vers moi. Je me suis levé instinctivement, ma chaise raclant le sol. Tu vas signer ça, dit-il, sa voix basse et menaçante. Tout de suite. Non, papa. Je ne le ferai pas. Veux-tu ruiner la réputation de cette famille? Il a enfoncé le document dans mes mains. Veux-tu que tout le monde ici sache quelle fille égoïste et ingrate tu es? Signe. Papa, s'il te plaît. Tu as toujours été difficile, siffla-t-il. Tu as toujours dû tout ramener à toi, mais pas ce soir. Ce soir, tu vas faire ce qu'on te dit. J'ai essayé de rendre le document. Je ne peux pas. Ce n'est pas juste. Sa main a jailli et a attrapé mon bras. Ses doigts se sont enfoncés si fort que j'ai senti ma peau se pincer sous sa poigne. Ses ongles ont coupé ma chair. Papa, tu me fais mal. Signe le papier. J'ai essayé de me dégager, mais il a serré plus fort. J'ai entendu ma mère halter. J'ai entendu plusieurs invités émettre des sons de choc, mais personne n'a bougé pour m'aider. Élise, grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du mien. Tu feras ce que je te dis. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu un étranger. Ce n'était pas le père qui m'avait appris à faire du vélo ou m'avait acheté une glace après les matchs de foot. C'était un homme qui se souciait plus du contrôle et de la tradition que de l'autonomie de sa propre fille. Lâche-moi, dis-je, la voix tremblante. Pas avant que tu aies signé. Antoine, a crié ma mère. Antoine, s'il te plaît. Mais il n'a pas lâché prise. Sa poigne s'est resserrée jusqu'à ce que je sente des larmes monter à mes yeux.
Pas de tristesse, mais de douleur physique réelle. La pièce était devenue complètement silencieuse. 35 personnes regardant mon père me contraindre physiquement à renoncer à mon héritage, et aucune d'entre elles n'intervenait pour l'arrêter. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas ma volonté, elle est restée intacte. Mais l'illusion que ma famille m'aimait plus qu'elle n'aimait ses idées dépassées sur le genre et l'héritage. Antoine. La voix venait de l'encadrement de la porte de la cuisine, calme et autoritaire. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Toutes les têtes se sont tournées vers le son. David Moreau se tenait là dans un costume anthracite, une mallette à la main, son expression plus froide que je ne l'avais jamais vue. La prise de mon père sur mon bras s'est légèrement desserrée. Qui diable êtes-vous ? Moreau est entré dans la salle à manger avec l'assurance de quelqu'un qui a passé 30 ans dans les salles d'audience. David Moreau, du cabinet Moreau et Associés. J'étais l'avocat d'Henri Dubois, et j'ai été témoin de l'exécution de son testament. Il a posé sa mallette sur la table d'appoint avec un bruit sourd et délibéré. C'est une affaire de famille privée, dit mon père, la voix tendue. Elle a cessé d'être privée au moment où vous l'avez transformée en spectacle public, a répondu Moreau. Il a regardé la main de mon père, qui tenait toujours mon bras. Vous êtes actuellement en train de commettre une voie de fait et une coercition devant 3 douzaines de témoins. Je vous suggère de lâcher votre fille avant de rendre cette situation considérablement pire pour vous. Je suis son père. J'essaie de l'aider à voir la raison. En lui faisant des bleus. Antoine, regardez votre main. Mon père a baissé les yeux et a semblé réaliser à quel point il me serrait fort. Il m'a relâché brusquement. J'ai reculé en chancelant, me tenant le bras. Déjà, je pouvais voir les marques que ses doigts avaient laissées. Des zébrures rouges qui deviendraient des ecchymoses le lendemain matin. Moreau s'est placé entre mon père et moi. Mademoiselle Dubois, tout va bien ? Oui, je crois. Voulez-vous porter plainte pour voie de fait ? La question est restée en suspens dans l'air. Plusieurs invités se sont agités, mal à l'aise. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot. Je veux juste qu'il respecte le testament, dis-je doucement. Moreau a hoché la tête, puis s'est retourné vers mon père. Henri est venu me voir 3 mois avant son décès. Il savait que vous tenteriez quelque chose comme ça, Antoine. Il m'a dit explicitement qu'il s'attendait à ce que vous fassiez pression sur Élise pour qu'elle renonce à son héritage. Ce testament est invalide, a hurlé mon père. Mon père n'était pas sain d'esprit. En fait, dit Moreau, ouvrant sa mallette, j'ai des documents qui vous mettront très mal à l'aise si vous continuez dans cette voie. Voulez-vous que je les partage avec vos invités ? Le visage de mon père était devenu blême. Quels documents ? Moreau n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a doucement examiné les marques sur mon bras, son expression s'assombrissant en notant la profondeur des ecchymoses qui se formaient déjà. Mademoiselle Dubois, dit-il formellement, vous avez des motifs pour porter plainte pour voie de fait. Plusieurs témoins, des preuves physiques. La question est de savoir si vous voulez le faire. Je tremblais maintenant, l'adrénaline inondant mon système. Je veux juste que ça s'arrête. Moreau a hoché la tête, puis a reporté son attention sur mon père. Henri Dubois a été examiné par 2 médecins indépendants en septembre 2024. Le docteur Patricia Evans et le docteur Michel Chen ont tous deux certifié qu'il possédait toutes ses capacités cognitives. Son score au mini-mental state examination était de 29 sur 30, bien au-dessus du seuil de la santé d'esprit. Martin était devenu très silencieux dans son coin. Il savait ce qui allait arriver. De plus, a continué Moreau, Henri a anticipé exactement ce scénario. Il a anticipé que vous prétendriez qu'il était sénile, que vous feriez pression sur Élise, et que vous tenteriez de manipuler la situation en utilisant la pression sociale et l'obligation familiale. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit mon père. Mais sa voix avait perdu de sa certitude. Ah non ? Moreau a sorti un dossier de sa mallette. J'ai l'original du testament, notarié et attesté. J'ai les évaluations médicales. J'ai la documentation de chaque visite qu'Élise a rendue à Henri au cours des 3 dernières années, chaque semaine, parfois 2 fois par semaine, pendant des heures. En revanche, j'ai la preuve que vous avez visité votre père exactement 6 fois au cours des 2 dernières années, Antoine. 6 fois en 24 mois. Plusieurs invités ont échangé des regards. Cela ne sentait pas bon pour l'image soigneusement construite de mon père.
Et ce n'est même pas la preuve la plus accablante que j'ai, dit Moreau doucement. Mais je suis prêt à la garder privée pour l'instant si vous acceptez le testament tel qu'il est écrit et que vous laissez Élise tranquille. Martin a finalement pris la parole, sa voix mince. Antoine, je vous suggère fortement d'accepter son offre. Toute tentative de contester ce testament serait mal avisée. Mon père a regardé autour de la pièce, ses invités, ses partenaires commerciaux, son cercle social. Ils le regardaient tous maintenant avec des degrés variables de scepticisme et de désapprobation. Il avait perdu le contrôle de sa propre performance. Vous bluffez, dit mon père. Mais j'ai entendu l'incertitude dans sa voix. Vraiment ? Moreau a ouvert le dossier et a posé le premier document sur la table pour que tout le monde le voie. Voici le testament d'Henri, exécuté le 15 septembre 2024 et notarié par Sarah Whitfield des services de notariat du Commonwealth. 2 témoins, moi-même et l'avocate Patricia Dune du cabinet Dune et Associés. Aucun membre de la famille n'était présent, éliminant toute question d'influence indue. Il a placé un deuxième document à côté du premier. Voici l'évaluation cognitive du docteur Patricia Evans datée du 10 septembre 2024. Sa conclusion, le patient démontre une pleine capacité cognitive, une mémoire intacte, une capacité de raisonnement claire et aucun signe de démence ou de fonction mentale diminuée. Elle lui a donné un score de 29 sur 30 au MMSE. La plupart des adultes en bonne santé n'obtiennent pas un score aussi élevé. Julien s'est penché en avant. D'accord, mais ça ne prouve rien. Élise aurait pu le manipuler émotionnellement. Théorie intéressante, dit Moreau. Examinons-la. Élise, combien de fois avez-vous rendu visite à votre grand-père au cours des 3 dernières années de sa vie? Chaque week-end, dis-je doucement. Parfois, je restais pour la nuit. Moreau a sorti un petit carnet. J'ai les registres du calendrier d'Henri. Il a méticuleusement noté chaque visiteur. Au cours des 3 années entre novembre 2021 et novembre 2024, Élise a rendu visite 148 fois. Antoine Senior, vous avez rendu visite 6 fois. Julien, vous avez rendu visite 4 fois, et 3 de ces fois étaient pendant les vacances où vous êtes passé pour moins d'1 heure. Le silence était assourdissant. Alors, quand vous parlez de manipulation, dit Moreau, vous suggérez que la personne qui s'est réellement présentée, qui s'est assise avec Henri pendant les rendez-vous chez le médecin, les peurs nocturnes et les dimanches après-midi solitaires, que cette personne l'a manipulé? Tandis que les membres de la famille qui ne prenaient pas la peine de venir avaient ses meilleurs intérêts à cœur? Une femme près du bout de la table, une des amies de la haute société de ma mère, a chuchoté à sa compagne. Le chuchotement apporté, je ne savais pas que c'était elle qui s'occupait de lui. Ça suffit, dit mon père. Nous n'avons pas besoin d'étaler nos affaires de famille en public. Vous en avez fait une affaire publique quand vous avez invité 35 personnes à assister à votre coercition, l'interrompit Moreau. Mais si vous insistez, nous pouvons nous arrêter maintenant. Acceptez le testament tel quel, excusez-vous auprès de votre fille, et nous pouvons tous rentrer chez nous. La mâchoire de mon père s'est crispée. Je ne laisserai pas le patrimoine de mon père être volé par. Alors je suppose que je n'ai pas le choix. Moreau a sorti un petit enregistreur. Henri a anticipé que vous n'accepteriez pas la documentation, alors il a enregistré une déclaration vidéo le 20 août 2024, avec moi comme témoin. Il voulait rendre ses intentions absolument claires. Ma mère a poussé un petit cri de détresse. Antoine, peut-être devrions-nous jouer là, dit froidement mon père. Moreau a appuyé sur lecture. La voix de grand-père a rempli la pièce, forte, claire, indubitablement lucide. Mon nom est Henri-Jacques Dubois. J'ai 89 ans, je suis sain d'esprit et de corps, bien que mon cœur ne soit plus ce qu'il était. Je fais cet enregistrement pour clarifier mes dernières volontés testamentaires au cas où mon fils Antoine tenterait de les annuler. Plusieurs invités semblaient choqués. Ce n'était pas le radotage d'un vieil homme confus. Antoine, si tu entends ça, ça veut dire que tu as fait exactement ce que je craignais. Tu as essayé d'intimider Élise pour qu'elle renonce à ce que je lui ai laissé. Laisse-moi être parfaitement clair. Je lui ai laissé la maison de l'île de Ré parce qu'elle l'a mérité. Pas avec de l'argent. Pas avec des promesses vides, avec du temps, avec sa présence, avec son amour. Mes yeux brûlaient de larmes. Julien est un bon garçon, mais il est financièrement irresponsable.
Je lui ai laissé un fonds en fiducie géré par des professionnels parce que je sais qu'il dilapidera tout ce à quoi il pourra accéder librement. Élise s'est montrée responsable, éthique et dévouée. La maison lui revient parce que je lui fais plus confiance avec mon héritage qu'à n'importe qui d'autre. L'enregistrement s'est arrêté un instant. Puis grand-père a continué, sa voix plus dure. Antoine, tu ne m'as pas rendu visite plus d'une poignée de fois en 3 ans. Tu étais trop occupé à construire ton empire, trop occupé à être important. Mais Élise est venue chaque week-end. Elle m'a lu des livres. Elle m'a tenu la main quand j'avais peur. Elle a choisi d'être là, non pas parce qu'elle voulait mon argent. Elle a sa propre carrière réussie, mais parce qu'elle m'aimait. J'aimerais pouvoir vous dire que mon père s'est excusé sur le champ. Mais nous n'avons pas encore terminé. Si vous avez déjà eu un moment où la vérité a finalement éclaté et que les gens ont dû faire face à ce qu'ils ont fait, laissez un emoji de feu dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous parler de la révélation qui a tout changé. L'enregistrement s'est terminé. La voix de grand-père a disparu, ne laissant que le silence et le bruit de ma mère qui pleurait. Mon père se tenait figé, le visage livide. Ça ne change rien. Élise n'est personne. C'est une secrétaire avec des illusions de grandeur. Personne ? La voix de Moreau était tranchante comme une lame. Antoine, vous ne connaissez vraiment pas du tout votre propre fille, n'est-ce pas ? Il s'est tourné pour s'adresser à la pièce. Laissez-moi vous présenter correctement Élise Dubois, puisque sa propre famille semble incapable de la voir clairement. Je voulais disparaître, mais Moreau a continué, stable et sûr. Élise n'est pas une secrétaire. Elle n'est pas une assistante juridique. C'est une collaboratrice senior chez Moreau et Associés, l'un des 5 meilleurs cabinets de planification successorale de Paris. Au cours des 8 dernières années, elle a gagné 47 affaires et généré 3 millions d'euros de revenus pour notre cabinet. J'ai vu des têtes se tourner. Les expressions passaient du dédain à la surprise. Elle est actuellement pressentie pour devenir associée junior, un honneur atteint par moins de 2% des collaborateurs. Le conseil fera l'annonce finale en mars, mais j'ai soumis ma recommandation il y a 3 mois. En 30 ans de pratique, je n'ai recommandé que 6 personnes pour un partenariat. Élise est l'une d'entre elles. Gérard, l'homme aux cheveux argentés qui m'avait interrogé sur mon travail d'assistante juridique plus tôt, avait l'air stupéfait. Moreau et Associés, ce cabinet gère le patrimoine des Caldwell, la fiducie des Jenkins. Entre autres, dit Moreau. Élise a personnellement géré la restructuration des avoirs de la famille Martinez l'année dernière, un patrimoine de 4 millions d'euros qui se dirigeait vers le désastre. Elle l'a sauvé avec stratégie, dévouement et un travail juridique brillant. Ma mère s'est tournée vers moi, le visage pâle. Ma chérie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je les regardais, eux tous, et j'ai senti quelque chose de dur et de certain s'installer dans ma poitrine. J'ai essayé, dis-je doucement. Mais chaque fois que je mentionnais mon travail, vous appeliez ça de la paperasse. Vous m'appeliez une secrétaire. Vous me demandiez quand j'aurais une vraie carrière, alors j'ai arrêté d'essayer. Moreau n'avait pas fini. Il s'est tourné vers mon frère, son expression se durcissant. Et puisque nous sommes honnêtes ce soir, Julien, voudriez-vous dire à tout le monde pourquoi vous avez vraiment besoin de cette maison de 2,5 millions d'euros ? Le visage de mon frère est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment ? Moreau a sorti un autre document de sa mallette. Je suis le fiduciaire qui supervise votre héritage d'1 million de dollars. Cela signifie que j'ai un accès légal à vos dossiers financiers pour m'assurer que la fiducie est gérée correctement. Vous avez été très occupé, Julien. Papa, comment ça Julien ? Il doit près de 700 000 euros à des comptes de jeux offshore, dit Moreau sans embâche. Poker en ligne, paris sportifs, jeux de crypto-monnaie. Il prévoyait de vendre la maison de l'île de Ré immédiatement pour rembourser ses dettes avant que votre père ne le découvre. La tête de mon père a pivoté vers Julien. Quoi ? Papa, je peux expliquer. 700 000 euros ? La voix de mon père est montée jusqu'à un rugissement. Tu m'as menti sur des dettes de jeu ? J'allais te le dire, j'avais juste besoin de trouver une solution d'abord. Henri le savait, dit Moreau. C'est pourquoi il vous a laissé une fiducie gérée au lieu d'actifs liquides. Il savait que vous le dépenseriez en 1 an. Il essayait de vous protéger de vous-même.
Plusieurs invités se levaient maintenant, se dirigeant vers la porte. Un scandale était une chose. L'imprudence financière et les dettes en étaient une autre dans les cercles d'élite de Lyon. « Je suis désolé », dit désespérément Julien. « Je suis désolé. J'ai un problème. J'ai besoin d'aide. » Mais le mal était fait. Mon père s'est affaissé dans sa chaise, son spectacle de Noël soigneusement construit s'effondrant autour de lui. Gérard et 2 autres partenaires commerciaux mettaient leur manteau. Les femmes du cercle caritatif de ma mère se chuchotaient des choses urgentes. L'image de famille parfaite des Dubois se brisait en temps réel et tout le monde regardait. En 20 minutes, la salle à manger s'était vidée. Gérard s'est arrêté pour me serrer la main en sortant. « Mademoiselle Dubois, je n'avais aucune idée de vos qualifications. Veuillez accepter mes excuses pour le malentendu de tout à l'heure. » « Merci », ai-je réussi à dire. Un couple du cercle caritatif de ma mère s'est arrêté près de la chaise de mon père. La voix de la femme était froide. « Antoine, je pense qu'il est préférable que nous nous retirions de la proposition de réaménagement de Confluence. Le conseil d'administration vous contactera. » Ils sont partis avant qu'ils ne puissent répondre. J'ai regardé personne après personne trouver des excuses polies et disparaître dans la nuit lyonnaise enneigée. Certains évitaient tout contact visuel avec mes parents. D'autres m'offraient des regards de sympathie, pas à mon père. Le conseiller municipal, qui riait des histoires de Julien 1 heure plus tôt, s'est éclipsé par la porte d'entrée sans dire au revoir. 2 membres du conseil d'administration du club de Lyon sont partis ensemble, leur conversation à voix basse impossible à entendre, mais facile à interpréter d'après leurs expressions. À 21h, il ne restait plus que la famille, et Moreau, toujours debout près de la porte de la cuisine avec sa mallette, observant tout avec l'attention calme de quelqu'un qui documente les événements pour référence future. Mon père était assis en bout de la table vide, fixant le vide. Ma mère pleurait doucement dans sa serviette. Julien avait disparu à l'étage. La salle à manger, qui avait été si pleine de lumière, de bruit et de champagne quelques heures plus tôt, semblait caverneuse et froide. Martin s'est approché de moi avec précaution. « Mademoiselle Dubois, je tiens à m'excuser. Je n'aurais jamais dû apporter ce document de renonciation à votre bureau. Ce que votre père m'a demandé de faire était contraire à l'éthique. » « Merci, dis-je. Ma voix semblait distante à mes propres oreilles, comme si j'étais sous l'eau. « Le testament reste valable tel quel, » a poursuivi Martin. « Et si vous voulez mon conseil, documentez ces ecchymoses. Photographiez-les, au cas où. » J'ai baissé les yeux sur mon bras. Les marques où mon père m'avait saisi viraient déjà au violet. Après le départ de Martin, mon père m'a enfin regardé. « Élise. » Sa voix était rauque, inconnue. « Je ne savais pas que tu avais autant de succès. » « Tu n'as jamais dit. »« Je ne savais pas, » les jeux interrompus. « Ou tu ne t'es pas assez soucié de demander. » Il a tressailli. « Je pensais que tu avais besoin de conseils. » J'essayais de protéger l'héritage familial. En m'attrapant assez fort pour me laisser des bleus. J'ai levé mon bras pour qu'il puisse voir les dégâts. En m'humiliant devant 35 personnes? Ce n'est pas de la protection, papa. C'est du contrôle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Si, tu l'as voulu. Ma voix était stable maintenant, claire. Tu voulais me faire du mal jusqu'à la soumission. Tu voulais me faire sentir assez petite pour que j'abandonne ce qui m'appartenait de droit. Ma mère a tendu la main vers moi. Ma chérie, ton père est désolé. Il est juste. L'est-il? Je me suis tourné vers mon père. Es-tu désolé de l'avoir fait ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris mon sac à main. Je m'en vais. Élise, s'il te plaît, a commencé ma mère. Non, maman. Tu es restée assise là à le regarder m'attraper. Tu as pleuré pour l'unité familiale pendant qu'il me forçait physiquement à signer ma renonciation à l'héritage. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, encore une fois. Le visage de ma mère s'est décomposé, mais je n'ai pas pu me résoudre à la réconforter. Pas ce soir. Je me suis tourné vers Julien, qui était redescendu furtivement et se tenait dans l'embrasure de la porte. Et toi? Tu étais prêt à me laisser abandonner 2,5 millions d'euros pour payer tes dettes de jeu. Tu n'as même pas pu être honnête sur la raison pour laquelle tu en avais besoin.
Je suis désolé, Lily, a-t-il dit. Et au moins, il semblait sincère. Je suis tellement désolé. J'étais désespéré. J'ai besoin d'aide. Tu aurais dû demander de l'aide, dis-je, pas essayer de me voler. Je me suis dirigé vers la porte où Moreau attendait. Mon père a appelé après moi. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je me suis retourné. Je veux que vous me respectiez, et jusqu'à ce que vous puissiez le faire, je veux que vous me laissiez tranquille. Moreau m'a ramené à Paris. J'étais assise sur le siège passager de sa Mercedes, regardant les lumières de Lyon s'estomper derrière nous, mon corps tremblant d'un choc retardé. Ça va, a-t-il demandé après 15 minutes de silence. Je ne sais pas. J'ai baissé les yeux sur mes mains, qui tremblaient. Je viens de voir toute ma famille imploser à Noël. Vous les avez vus révéler qui ils ont toujours été, a corrigé doucement Moreau. Vous l'avez juste enfin vu clairement. Le saviez-vous, ai-je demandé. Quand grand-père est venu vous voir en septembre, saviez-vous qu'il me protégeait de ça? Moreau est resté silencieux un instant. Henri m'a dit qu'il s'attendait à ce que votre père conteste le testament. Il a dit qu'Antoine n'avait jamais été capable de voir au-delà de la tradition pour voir sa propre fille. Il m'a demandé de veiller sur vous si les choses devenaient difficiles. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il voulait que vous vous défendiez d'abord, a dit Moreau. Il m'a dit, Lily doit connaître sa propre force avant que quiconque puisse l'aider. Mais assurez-vous d'être là quand elle aura besoin de renfort. Mes yeux me brûlaient. Je ne me suis pas sentie forte ce soir. Mais vous l'étiez. Vous avez dit non. Vous avez tenu bon même lorsque toute votre famille et 35 invités vous mettaient la pression. Savez-vous à quel point c'est rare? Nous avons roulé en silence pendant encore 1 kilomètre. Finalement, Moreau a repris la parole. Quand nous rentrerons en ville, prenez quelques jours de congé. Je m'occuperai de la clôture de la succession Carmichael. Vous avez besoin de temps pour digérer ça. Et le travail? La décision de partenariat? Moreau m'a jeté un coup d'œil. Élise, le partenariat est à vous. Ce n'est pas sujet à débat. Vous l'avez mérité 100 fois, mais en ce moment, vous devez prendre soin de vous. Il a sorti une carte de visite de la poche de sa veste. Ma thérapeute, elle est spécialisée dans les traumatismes familiaux. Appelez-la. J'ai pris la carte, la gorge serrée. Merci pour tout. Vous n'avez pas besoin de me remercier de vous traiter avec une décence élémentaire, a dit Moreau. Ça devrait être le minimum. 3 jours plus tard, Jacques Martin a appelé mon portable. Mademoiselle Dubois, je voulais faire un suivi concernant les événements de la soirée de Noël. Puis-je parler franchement? Bien sûr. Je pratique le droit depuis 30 ans, dit-il. Je n'ai jamais été témoin de quelque chose comme ce que votre père a fait. J'appelle pour m'excuser formellement de mon rôle là-dedans. Je n'aurais jamais dû apporter ce document de renonciation à votre bureau. Merci de le dire. Je veux aussi confirmer que le testament d'Henri est en béton, a poursuivi Martin. Votre père m'a consulté pour le contester, mais je lui ai fortement déconseillé cette voie. Toute contestation serait futile et coûteuse, et étant donné les événements de Noël, qui ont été observés par 35 personnes, dont plusieurs avocats, cela nuirait probablement davantage à sa réputation. Va-t-il abandonner, ai-je demandé. Je le crois, d'autant plus que M. Moreau a clairement fait savoir qu'il disposait de documents supplémentaires qu'il serait prêt à présenter au tribunal si nécessaire. Je me suis demandé ce que Moreau avait d'autre dans cette mallette. Il y a encore une chose, dit Martin, à propos de l'agression. Vous seriez tout à fait dans votre droit de porter plainte. J'en ai été témoin. Ainsi que 34 autres personnes. J'y avais pensé. J'avais photographié les ecchymoses, qui avaient viré à un spectaculaire violet noir. Mais l'idée de traîner ma famille devant un tribunal pénal me rendait malade. Je ne vais pas porter plainte, dis-je. Mais je veux que vous disiez quelque chose à mon père pour moi. Bien sûr. Dites-lui que s'il essaie quoi que ce soit d'autre, s'il conteste le testament, s'il me met à nouveau la pression, s'il envoie quelqu'un d'autre pour me convaincre de renoncer à mes droits, je porterai plainte. Et je m'assurerai que chaque partenaire commercial, chaque membre du club et chaque contact de la haute société qui la sache exactement ce qu'il a fait. Il y a eu une pause. Puis Martin a dit doucement, je transmettrai le message. Le soir du Nouvel An, ma mère a appelé.
J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Élise. Sa voix était petite. Pourrais-tu venir à la maison juste pour 1 heure? Ton père veut te parler. Va-t-il s'excuser ou va-t-il me mettre à nouveau la pression? Je pense qu'il est prêt à écouter. J'ai conduit jusqu'à Lyon le lendemain matin. Cette fois, j'ai emmené Sophie avec moi pour un soutien moral. Elle a attendu dans la voiture pendant que j'entrais. La maison semblait différente sans les lumières de fête et les verres de champagne. Juste une maison de famille, calme et froide. Mon père était assis dans son bureau, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Ma mère planait nerveusement près de la porte. Julien n'était pas là. Élise. La voix de papa était rauque. Je te dois des excuses. Oui, c'est vrai. Il a tressailli à ma franchise. J'ai eu tort de t'attraper. Tort de te mettre la pression. Tort de... Il s'est interrompu, luttant. J'ai passé si longtemps à croire que l'héritage familial signifiait transmettre les choses au fils que je ne me suis jamais arrêté pour demander si cette croyance était juste. Et maintenant, ai-je demandé. Je ne veux pas te perdre. Il a levé les yeux et j'ai vu un regret sincère dans son regard. 3 partenaires commerciaux ont rompu leur contrat. Le club m'a demandé de démissionner du conseil d'administration. Des gens que je connais depuis 20 ans ne retournent pas mes appels. Je pensais protéger notre héritage, mais tout ce que j'ai fait, c'est le détruire. Tu l'as détruit en valorisant la tradition plus que les gens, dis-je. En valorisant le contrôle plus que l'amour. Je sais. Il s'est levé mais ne s'est pas approché de moi. Je te demande. Peux-tu me pardonner? J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. Aux années où j'ai été ignoré et négligé. Aux ecchymoses sur mon bras qui ne faisaient que commencer à s'estomper en jaune-vert. À le regarder se produire pour les inviter tout en traitant sa propre fille comme une possession. Je garde la maison, dis-je. Je garde tout ce que grand-père m'a laissé. Ce n'est pas négociable. Je comprends. Et j'ai besoin d'espace. De vrai espace. Pas d'appel téléphonique exigeant que je rentre à la maison. Pas de culpabilisation sur les obligations familiales. Si nous devons reconstruire une quelconque relation, ce devra être à mes conditions. Mon père a hoché la tête lentement. Quelles sont tes conditions? J'y réfléchirai, dis-je. Et quand je serai prête, je te le ferai savoir. D'ici là, respecte mes limites. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. J'ai voulu ton approbation toute ma vie, papa, mais je n'en ai plus besoin. Je connais ma valeur. Je vois enfin ce que grand-père voyait, et ça suffit. Sophie et moi sommes retournés à Paris dans un silence confortable. Elle me connaissait assez bien pour ne pas insister. Quelque part près de la frontière de la Bourgogne, j'ai finalement parlé. J'ai passé 32 ans à essayer de mériter leur amour, dis-je. À essayer d'être assez parfaite, assez accomplie, assez silencieuse. Je pensais que si je travaillais plus dur, que j'accomplissais plus, peut-être qu'ils me verraient enfin. Et maintenant, a demandé Sophie. Maintenant, je sais que ça n'a jamais été à propos de moi. Ils ne pouvaient pas me voir parce qu'ils n'ont jamais regardé. Ils étaient trop occupés à protéger leur idée de comment les choses devraient être. Le panorama de la ville est apparu. Ma ville, l'endroit où j'avais construit une vie dont ils ne savaient rien. À Paris, je n'étais pas seulement la fille. J'étais Élise Dubois, collaboratrice senior, future associée junior, avocate qui avait sauvé des dizaines de familles de la perte de leur héritage. Vas-tu leur pardonner, a demandé Sophie. Peut-être un jour, dis-je. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne veut pas dire revenir à ce que les choses étaient. Ils ont brisé quelque chose cette nuit-là, et même si ça guérit, il y aura toujours une cicatrice. Nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble. Sophie s'est tournée vers moi. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Tu aurais pu céder sous toute cette pression. La plupart des gens l'auraient fait. J'ai failli. J'ai pensé à la poigne de mon père sur mon bras, aux 35 visages qui me regardaient, au poids écrasant de leurs attentes. Mais ensuite, je me suis souvenu de la voix de grand-père. Il ne te voit pas, mais moi, je te vois. Et j'ai réalisé, je me vois aussi. Enfin. Sophie m'a serré dans ses bras.
C'est tout ce qui compte. Je suis monté dans mon appartement, j'ai regardé la vie que j'avais construite en secret, et j'ai pris une décision. J'en avais fini de me cacher, de me faire petite, de prétendre être moins que ce que j'étais pour mettre les autres à l'aise. À partir de demain, le monde saurait exactement qui était Élise Dubois. La nouvelle a éclaté le 2 janvier 2025. Sophie m'a envoyé un texto à 8 heures du matin. Regarde la section économique du Figaro. J'ai ouvert le site web sur mon ordinateur portable et c'était là. Le PDG de Dubois Immobilier fait face à une réaction négative après un incident familial. L'article était prudent dans son langage. Pas d'accusations explicites, mais l'implication était claire. De multiples sources avaient confirmé qu'Antoine Dubois, senior, avait tenté de contraindre sa fille à renoncer à un héritage légal lors d'un rassemblement de Noël auquel assistaient d'éminentes personnalités du monde des affaires et de la société lyonnaise. Les retombées ont été rapides. À midi, 3 clients majeurs avaient résilié leur contrat avec Dubois Immobilier. L'article citait une source anonyme. Antoine Dubois senior a tenté de contraindre sa fille à renoncer à son héritage légal par intimidation physique devant des témoins. Ce comportement est inacceptable pour quelqu'un dans sa position. Le club de Lyon a publié une déclaration demandant la démission de mon père du comité d'adhésion. La société d'élite lyonnaise a discrètement retiré ma mère de son poste au conseil d'administration de l'œuvre de charité. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère, en pleurs. Élise, c'est un cauchemar. Tout le monde nous annule. Ton père a perdu plus de 8 millions de contrats. 2 membres du conseil d'administration de Dubois Immobilier ont démissionné. Les gens disent des choses terribles. Maman, dis-je doucement mais fermement. Ce ne sont pas des choses terribles. Ce sont des choses vraies. Mais nous sommes en train d'être détruits. Non, vous subissez les conséquences de vos actes. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse un moment, puis d'une voix plus faible. J'aurais dû te protéger cette nuit-là. J'aurais dû tenir tête à ton père. Oui, dis-je. Tu aurais dû. Je suis tellement désolé, ma chérie. J'ai eu tort. Nous avons tous eu tort. J'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon. Pas encore. Mais peut-être le début de la compréhension. J'apprécie que tu dises ça, maman, mais j'ai besoin que tu me le montres. Pas seulement que tu me le dises. Un vrai changement, pas seulement des mots. Comment ? Commence par respecter mes décisions. En commençant par la maison. Elle est à moi. Grand-père voulait que je l'aie. Peux-tu l'accepter ? Une longue pause, puis. Oui, je peux l'accepter. Ce n'était pas tout, mais c'était un début. Le 5 janvier, j'ai reçu un email de Julien. Sujet, je suis désolé, Lily. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu lises tout cet email. Mais j'ai besoin de le dire quand même. J'ai été égoïste, désespéré et complètement à côté de la plaque. J'ai essayé de te manipuler pour que tu renonces à ton héritage afin de couvrir des dettes dont tu ne savais même pas que j'avais. J'ai laissé papa t'intimider parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais fichu ma propre vie en l'air. J'ai qualifié ta carrière de paperasse parce que ça me faisait me sentir mieux par rapport à mes propres échecs. Tu avais raison sur toute la ligne. Je suis entré au centre de rétablissement du Lac le 28 décembre. C'est un programme résidentiel pour l'addiction au jeu. Je suis au 8e jour d'un séjour de 30 jours. C'est dur. Vraiment dur. Mais je fais enfin face à ce que je fuyais. Papa m'a coupé les vivres, ce que je mérite. Je vis maintenant sur le fonds en fiducie que grand-père m'a laissé. Et tu sais quoi ? Il avait raison de le structurer de cette façon. S'il m'avait donné un accès direct à $1 million, j'aurais tout perdu en 6 mois. Je suis désolé pour chaque fois que je t'ai rabaissé. Chaque fois que j'ai agi comme si ton succès n'avait pas d'importance. Chaque fois que je suis resté là pendant que papa te traitait comme si tu étais inférieur. Tu es ma sœur et tu méritais mieux. Je ne te demande pas de répondre. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur. D'essayer de devenir quelqu'un qui mérite d'être ton frère. Julien. J'ai lu l'email 3 fois. Ça pourrait être de la comédie. Ça pourrait être temporaire. Mais quelque chose là-dedans semblait sincère.
Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé l'email et j'ai continué ma journée. 2 semaines plus tard, un autre email est arrivé. Une photo de Julien tenant un jeton de 30 jours de sobriété des joueurs anonymes. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé une courte réponse. Je suis fier de toi que tu te fasses aider. Prenons les choses un jour à la fois. Le 15 mars 2025, David Moreau a convoqué une réunion de tout le personnel de Moreau et Associés. Je me tenais au fond de la salle de conférence, essayant de maîtriser mes nerfs. Je savais ce qui allait arriver. Moreau y avait fait allusion la semaine dernière, mais j'avais quand même l'impression que j'allais vibrer jusqu'à sortir de ma peau. Moreau se tenait à l'avant de la pièce, commandant l'attention sans effort. « Merci à tous de vous être réunis », a-t-il commencé. Comme vous le savez, ce cabinet a été construit sur 3 principes. L'excellence, l'intégrité et le dévouement à nos clients. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que quelqu'un qui incarne ces 3 qualités rejoint notre partenariat. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Élise Dubois, pourriez-vous venir ici ?» La pièce a éclaté en applaudissements. Sophie pleurait. Même les assistants juridiques applaudissaient. Je me suis avancé, mes jambes semblant étranges et déconnectées. Élise a passé 8 ans dans ce cabinet, a dit Moreau. Elle a gagné 47 affaires, généré plus de 3 millions d'euros de revenus et gagné le respect de chaque avocat avec qui elle a travaillé. Plus important encore, elle a fait preuve d'une intégrité inébranlable même face à une pression personnelle énorme. Il n'a pas mentionné Noël directement, mais plusieurs personnes qui avaient entendu l'histoire ont hoché la tête en connaissance de cause. C'est un honneur pour moi d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, Élise Dubois est une associée junior de Moreau et Associés. Plus d'applaudissements. Sophie s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. D'autres avocats m'ont serré la main, m'ont offert leurs félicitations. Moreau m'a prise à part alors que la célébration se poursuivait. Votre bureau est au 44e étage maintenant. Vue d'angle. Vous l'avez mérité. Merci, dis-je, la voix épaisse. Pour tout, pour avoir cru en moi, pour être venu à Noël quand. Arrêtez, dit doucement Moreau. On ne remercie pas les gens pour leur décence élémentaire. Maintenant, allez célébrer. Prenez votre après-midi. C'est un ordre de votre associé. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai vu l'annonce sur le site web du cabinet. Élise, je suis si fier de toi. Et cette fois, je l'ai cru. En avril, j'ai enfin conduit jusqu'à l'île de Ré. J'avais évité d'y aller. La maison, les souvenirs, le poids de tout ce qui s'était passé. Mais le printemps arrivait, et je devais y faire face. Le 21, route de la plage était exactement comme je m'en souvenais. La peinture blanche de la maison de style colonial était légèrement fanée par l'air salin, mais la terrasse enveloppante était toujours solide, et la vue sur l'Atlantique était à couper le souffle. J'ai utilisé la clé que l'avocat de la succession m'avait donnée et je suis entré. La maison sentait grand-père. Les vieux livres, le tabac à pipe et le faible parfum de la mer. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Ses lunettes de lecture sur la table d'appoint, un mot croisé à moitié fini sur le comptoir de la cuisine, le fauteuil à bascule où il s'asseyait chaque matin pour regarder le lever du soleil. J'ai traversé les pièces lentement, touchant les choses, les livres de droit dans son bureau, les albums photos dans le salon, la collection de coquillages sur le rebord de la fenêtre que nous avions ramassée ensemble au fil des ans. Dans sa chambre, j'ai trouvé une photo encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Grand-père et moi à ma remise de diplôme de la faculté de droit. Je portais ma toge et mon mortier, souriant. Il me regardait avec une fierté si évidente que ça me serrait la poitrine. Sous la photo se trouvait une enveloppe avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Ma très chère Lily, si tu lis ceci, cela signifie que tout s'est passé comme je l'avais prévu. Antoine a essayé de te prendre la maison. Je suis désolé que tu aies dû faire face à cela, mais je savais que tu étais assez forte pour le gérer. Cette maison est à toi parce que tu l'as méritée avec de l'amour, pas par obligation. Fais en ce que tu veux. Garde-la, vends-la, transforme-la en quelque chose de nouveau. Le choix t'appartient, et je te fais confiance pour prendre la bonne décision. Rappelle-toi, tu n'as jamais été le problème. Tu n'as jamais été trop ou pas assez.
Tu as toujours été exactement qui tu étais censé être. Il ne pouvait tout simplement pas le voir. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je suis si heureux d'avoir pu connaître la femme remarquable que tu es devenue, grand-père. Je me suis assise dans son fauteuil à bascule, tenant la lettre et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais du soulagement écrasant d'être vu, d'être valorisé, d'être aimé pour exactement qui j'étais. J'ai alors décidé que je garderais la maison. Je rénoverais une pièce en bureau à domicile, y passerais les week-ends, honorerais la mémoire de grand-père en vivant la vie qu'il voulait que j'aie, une vie où je n'aurais plus jamais à me faire petite. En juin, mon père m'a envoyé une lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe de couleur crème, adresse manuscrite, 3 pages d'une écriture soignée. Élise, je suis en thérapie depuis 3 mois maintenant. Le docteur Walsh m'aide à comprendre pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait à Noël et pourquoi j'ai passé toute ta vie à te traiter comme moins importante que ton frère. La réponse courte est que j'ai été élevé à croire que les hommes portaient l'héritage familial, et je ne l'ai jamais remis en question. Je ne me suis jamais arrêté pour me demander si cette croyance était juste ou équitable, ou même rationnelle. Je l'ai simplement acceptée comme une vérité. La réponse plus longue est que ton indépendance me menaçait. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu as construit une vie dont je ne savais rien. Ça m'a terrifié, alors j'ai essayé de la diminuer. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je t'ai attrapé. Je t'ai fait du mal. Je t'ai humilié devant des gens pour te forcer à obéir. Il n'y a aucune excuse pour cela. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches. Je te vois maintenant. Je vois à quel point j'ai eu tort et à quel point tu as toujours été remarquable. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour que j'ouvre les yeux. Si tu es d'accord, j'aimerais essayer de nouveau, lentement, à tes conditions. Papa. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai appelé. Papa, j'ai reçu ta lettre. Élise. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas si tu répondrais. Je ne suis pas prête à te pardonner complètement, dis-je prudemment. Mais je suis prête à essayer, lentement, si tu respectes mes limites. Je le ferai. Je le promets. Commençons petit, dis-je. Un café une fois par mois. Pas de discussion sur l'héritage ou les affaires. Juste nous, apprenant à nous connaître en tant qu'adultes. J'aimerais beaucoup ça. Il semblait pleurer. Merci de me donner une chance. Ne la gâche pas, dis-je, pas durement, mais fermement. Je ne le ferai pas. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire. Si vous avez été dans une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas tort de vous protéger. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer, commenter et vous abonner. Votre soutien m'aide à partager ces histoires. Et consultez la description pour des ressources sur l'établissement de limites avec les membres de la famille toxique. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. 1 an plus tard, Noël 2025 était différent. Je l'ai organisé à la maison de l'île de Ré. Ma maison, maintenant rénovée et accueillante. L'océan se brisait contre le rivage à l'extérieur. Un feu crépitait dans la cheminée. Le sapin était plus petit, plus simple, décoré d'ornements qui signifiaient vraiment quelque chose. Ma mère est arrivée la première, apportant des pains à la cannelle fait maison. La maison est magnifique, ma chérie. Merci, maman. Julien est venu ensuite avec sa femme et ses enfants. Il était sobre depuis 11 mois et travaillait dans un emploi régulier dans une agence de marketing. Rien de glamour, mais un travail honnête qu'il avait gagné lui-même. Tati Lily, a crié ma nièce en courant pour me serrer dans ses bras. Salut, ma puce, tu veux voir la plage? Sophie est arrivée avec sa petite amie, et mon ami de la fac de droit, Marcus, a apporté du vin. C'était ma famille choisie, mélangée aux parents qui avaient prouvé qu'ils pouvaient changer. Mon père n'était pas là. Nous avions pris un café 2 fois par mois au cours des 6 derniers mois, reconstruisant lentement quelque chose qui ressemblait à une relation. Mais les vacances étaient encore trop chargées, trop compliquées. Peut-être l'année prochaine. Pendant le dîner, Julien a levé son verre. Je veux dire quelque chose, Lily. Il y a 1 an, j'étais un désastre. Je rejetais la faute de mes problèmes sur tout le monde et j'ai essayé de te prendre quelque chose que tu avais mérité. Tu avais tout à fait le droit de me rayer de ta vie. Au lieu de ça, tu m'as donné de l'espace pour aller mieux et tu n'as pas complètement fermé la porte.
Merci. C'est toi qui as fait le travail, dis-je. J'ai juste arrêté de t'encourager dans tes travers. Ma mère m'a serré la main. Et j'apprends à faire mieux, moi aussi. À te voir pour qui tu es, pas pour qui je pensais que tu devais être. Nous avons porté un toast à grand-père Henri, pour nous avoir appris ce qu'est le véritable amour. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir une famille qui me voyait vraiment. Fin 2025, ma liste de clients avait augmenté de 40%. J'avais développé une spécialisation dans les litiges de succession familiale, aidant les gens à naviguer exactement dans le type de dynamique toxique que j'avais vécu. Ma réputation s'est répandue. Les clients me recherchaient spécifiquement parce que je comprenais le poids émotionnel de ces affaires, pas seulement les mécanismes juridiques. En septembre, j'ai été invité à prendre la parole à la conférence nationale sur la planification successorale. Mon sujet, protéger les clients contre la coercition familiale et l'influence indue. Debout à ce pupitre, regardant 300 avocats, j'ai pensé à la fille qui cachait son succès pour éviter de mettre sa famille mal à l'aise. Les litiges de succession ne concernent jamais seulement l'argent, ai-je dit au public. Ils concernent la valeur, la reconnaissance et qui décide de votre valeur. Notre travail est de garantir que l'autonomie de nos clients est protégée, même de leur propre famille. La présentation a reçu une ovation debout. Moreau m'a trouvé après. Tu sais ce qu'Henri dirait s'il pouvait te voir maintenant? Quoi? C'est ma fille. Moreau a souri. Tu es devenu exactement ce qu'il savait que tu serais. Non pas malgré le traitement de ta famille, mais parce que tu as finalement arrêté de les laisser te définir. J'ai regardé autour de la salle de conférence, mes pairs, mes collègues, ma famille professionnelle choisie. J'avais construit ça, tout ça, et personne ne pouvait me l'enlever. Un dimanche tranquille de fin décembre, je me tenais sur la terrasse de la maison de l'île de Ré, regardant le soleil se coucher sur l'Atlantique. Le ciel était peint d'orange et de rose, les vagues roulant de manière constante et sûre. Je tenais une photo encadrée de grand-père, celle de ma remise de diplôme de droit, et je sentais sa présence dans l'air salin. Merci, ai-je murmuré à l'océan, au ciel, à sa mémoire. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais la citation complète est que le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. La famille que vous choisissez, les gens qui vous voient, vous soutiennent, se battent pour vous. Ce sont eux qui comptent. Je n'ai pas perdu ma famille ce Noël-là. J'ai perdu l'illusion que leur approbation me définissait. Et en perdant cela, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Moi-même. Je me suis retourné, je suis rentré dans la maison et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. J'étais enfin chez moi.